Alors, bonjour à toutes et tous. Au fur et à mesure que les personnes puissent se connecter, je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre des midi-conférences sur la gouvernance des données qui sont organisées dans le cadre de la chaire Justice sociale et intelligence artificielle. Mon nom est Anne-Sophie Hulin et en tant que titulaire de cette chaire pour l'année 2022-2023, il me fait très grand plaisir de vous accueillir ce midi. Avant d'introduire notre conférencier du jour, je vais débuter, comme lors de nos dernières séances, par quelques mots rapides de présentation sur la chaire Justice sociale et intelligence artificielle et ses activités. Alors, la chaire Justice sociale et intelligence artificielle est une chaire de recherche née du partenariat franco-québécois entre la Fondation Abéona, l'École normale supérieure PSL et l'OBVIA, permettant à un professeur ou une professeure invitée de travailler sur les différents enjeux sociaux que soulève le déploiement de l'intelligence artificielle. Actuellement, le programme de la chaire se concentre sur les enjeux indirects, mais non moins cruciaux, du développement d'une IA éthique et responsable, et il s'agit bien entendu de la gouvernance des données. Alors, pour plus d'informations sur nos travaux et activités à venir, je vous invite à visiter la page Internet de notre chaire qui vous sera partagée dans la boîte de discussion sous peu. Sur notre site, vous pourrez également retrouver les enregistrements des midi-conférences sur la gouvernance des données et notamment celle de notre journée. Alors, le cycle de conférences sur les midi-conférences a pour objectif de débroussailler quelques notions clés et enjeux de la gouvernance des données. Et cela sous une perspective qui est véritablement pluridisciplinaire. Nous étions la semaine dernière avec Rodolphe Desbordes dans une perspective économique. Aujourd'hui, nous changeons de perspective et nous changeons de discipline avec notre invité du jour, Jean-Noël Nikema, qui va nous donner une conférence sur la qualité des données de santé, une question cruciale et hautement d'actualité, comme atteste votre participation aujourd'hui. Alors, bienvenue Jean-Noël. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences. Alors, Jean-Noël, vous êtes professeur adjoint en santé numérique et analyse des mégadonnées. Vous êtes titulaire d'un doctorat en médecine de l'université Naziboni au Burkina Faso, ainsi que d'une thèse de sciences en santé publique, options informatique et santé de l'université de Bordeaux en France. Vos champs d'expertise sont les terminologies et ontologies biomédicales, et tout particulièrement la création et l'évaluation de la qualité et de l'interopérabilité des terminologies et ontologies biomédicales. Plus largement, vous vous intéressez à l'utilisation de ces ressources dans le traitement automatique de la langue, l'extraction automatique de connaissances, ainsi que l'intégration de l'information en santé. Avant de rejoindre l'Université de Montréal, vous étiez moniteur d'enseignement au sein de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement et vous étiez également chercheur invité au sein de la United States National Library of Medicine. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais tout simplement inviter notre audience à poser des questions dans la boîte Q&R qui se trouve ici en bas de votre écran, puisqu'une période d'échange sera prévue à l'issue de votre présentation. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne conférence et Jean-Noël, c'est à vous à présent. Merci. Alors, bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Je voulais d'abord vous remercier de prendre votre temps de lunch pour pouvoir m'écouter. Cela témoigne de l'importance certainement du sujet. Il me fait donc plaisir d'être parmi vous ce midi. Je voulais remercier l'OBVIA et particulièrement le professeur Hulin pour cette invitation. Et comme cela a été indiqué, nous allons essayer de parler de la qualité des données de santé en essayant d'avoir des réponses à trois petites questions qui sont pour qui, pourquoi et comment s'y prendre. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais préciser que si vous espériez, lors de votre inscription à ce webinaire, à des réponses claires et précises à ces différentes questions, il est de mon devoir de vous annoncer que ma présentation va certainement induire beaucoup plus de questionnements que de réponses, parce que nous le verrons tous ensemble que autour de la politique de la qualité des données de santé, parfois la solution se trouve beaucoup plus dans notre capacité à trouver des questions qu'à apporter des réponses. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça à me présenter. Merci
déjà pour cette belle introduction. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et pour cela, je vais m'attarder premièrement sur ce groupe de mots d'intérêt qu'elle est la qualité de données de santé. Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est une expression assez courante, hein. C'est un mot que l'on utilise souvent au quotidien, parfois pour faire un raisonnement ou parfois pour soutenir une prise de décision. Alors, ce groupe de mots et cette expression a un sens qui nous semble plus ou moins acquis et qui est assez évident. Pourtant, il ressemble beaucoup à ces mots que nous avons dans le quotidien, dont on ne se pose pas la question de la profondeur du sens, sauf quand vient le moment d'essayer de trouver une définition. Et donc, en ce qui concerne la qualité des données de santé, quand je pose la question, particulièrement dans mon cours sur les sciences de données de santé publique, alors les gens ont l'habitude de réutiliser les mots qui composent ce groupe de mots pour essayer de m'expliquer, notamment les mots qualité, le mot données et le mot santé, pour être capable d'expliquer exactement ce que c'est que la qualité de données en santé. Cela témoigne bien qu'il s'agit d'une notion assez floue, même si en fait le sens nous semble très, très évident. Donc, nous allons essayer de faire l'effort ensemble avec moi. Vous allez essayer de suivre ma réflexion. J'espère que vous la comprendrez, de nous mettre d'accord sur ce que c'est que la qualité de données de santé. Et pour cela, nous allons décomposer les différents mots qui sont qualité et passer premièrement par le mot donné et l'expression donnée en santé. Alors, c'est quoi une donnée et c'est quoi une donnée de santé? Alors, comme l'expression dont elle provient, hein, à partir qualité de données de santé, le mot données et le mot données de santé eux-mêmes sont des concepts assez vagues. Hein, on a parfois l'impression qu'ils sont le plus petit commun dénominateur sémantique que l'on pourrait avoir quand on parle, parce qu'une donnée, c'est une donnée et ça ne pose pas de problème de l'utiliser de cette façon et d'avoir de la redondance. Chose encore plus intéressante, quand on parle de données de santé, on va se rendre compte que ceux qui essayent de la définir, et je vais vous présenter quelques agences qui ont essayé de définir ce que c'est que la donnée de santé, on réutilise souvent le mot donnée pour être capable de la définir. On va dire donnée de santé, deux points, c'est une donnée, et on utilise ainsi des adjectifs et d'autres types de descriptions pour essayer d'éclairer un peu notre compréhension de ce que c'est. Et donc, j'aime beaucoup cette citation de Dan Ariely, et pas parce qu'il parlait ici de big data, mais si on changeait le mot big data et qu'on le remplaçait par données ou même par données de santé, on se rendrait compte qu'on est confronté exactement à la même problématique, qui est de savoir que on ne se pose vraiment pas la question. On a l'impression que tout le monde sait de quoi on parle, personne ne sait que personne ne sait, et surtout, on a l'impression que personne ne veut savoir que personne ne sait. Bon, nous, on va quand même essayer de savoir, et c'est pourquoi je vous propose donc cette définition de ce que c'est que la donnée en tant que telle. Alors, je ne la propose pas comme étant la réponse absolue à ce qui pourrait être la donnée, mais je l'aime beaucoup et je la donne souvent. Pourquoi? Parce qu'elle signifie que la donnée, c'est tout et n'importe quoi tant qu'on peut y extraire de l'information. Et là, ça devient que la donnée n'a pas besoin de source, elle ne s'intéresse pas à la source, elle ne s'intéresse pas à son type de stockage, elle ne s'intéresse pas à la granularité ni à son format. L'essentiel étant d'avoir accès à quelque chose sur lequel on peut tirer de l'information. Donc, vous me direz à la fin si vous êtes d'accord ou pas avec cette définition, mais pour moi, elle me semble très, très globale. Ensuite, à partir de cette définition, nous pouvons commencer à réfléchir ce que c'est que la donnée de santé. Et donc, une des définitions les plus couramment partagées est celle de la RGPD en Europe. Et dans la RGPD, ils ne parlent pas directement de données de santé, mais ils vont parler de données concernant la santé. Mais pour moi, ça reste plus ou moins la même chose. Et comme je vous ai dit, ils commencent toujours par dire c'est une donnée en essayant d'ajouter des qualificatifs et d'apporter d'autres descriptions additionnelles pour que cela soit plus clair. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans cette définition, c'est surtout la capacité de la donnée qui est exprimée, celle de pouvoir révéler une information. Nous sommes ici dans la révélation et c'est quelque chose d'assez intriguant. Il ne s'agit donc pas de s'intéresser à la nature de la donnée, à la source de la donnée, mais juste à cette capacité de pouvoir inférer l'état de santé d'une personne. Et ça, on commence à voir que la donnée de santé, c'est quelque chose d'assez singulier. Quand on regarde, par contre, un peu plus proche de nous, au niveau de la loi 19, on parle beaucoup plus de concernement. On est concerné par l'état de santé. Donc, c'est comme si on se rapprochait beaucoup plus de la nature de la donnée que à sa capacité à révéler quelque chose. Et après, on est aussi dans le concernement de où se situe la donnée, c'est-à-dire la donnée est transmise à travers un réseau de services de santé ou services de santé publique pour qu'elle soit considérée comme une donnée de santé. Moi,
je vous avoue que j'aime beaucoup cet aspect de révèlement de l'état de santé autour de la donnée. C'est pourquoi je me focalise souvent sur cette stratégie d'opérationnalisation de la Commission nationale d'informatique et liberté, de la RGPD, qui nous dit que, en fait, la donnée de santé est donc quelque chose qui est par nature. C'est une donnée, quand on la regarde, on sait que c'est une donnée de santé. Moi, je prends un résultat de laboratoire, un examen de radiologie, un diagnostic pour un patient. Je sais que c'est une donnée de santé parce que par nature, elle vient avec cette information sur la santé. Après, nous avons cette notion de données de santé par destination. Et là, en fait, c'est comme une inférence autour de la donnée qui nous dit que le contenu de la donnée n'est pas très important, mais le fait que la donnée sur une personne circule entre certains praticiens peuvent quand même révéler l'état de santé de quelqu'un. Moi, si je discute ou je transmets beaucoup de mes informations de santé avec un médecin spécialiste des cancers du rein, on sait que potentiellement, il y a quelque chose autour de ma santé qui tournerait autour du cancer du rein. Donc, ça révèle plus ou moins mon état de santé. Et là, grâce à cette définition de la RGPD qui s'intéresse à la révélation, on se retrouve aussi avec ce besoin de combinaison, où en fait une donnée de santé qui est unique n'exprime pas une donnée, n'importe laquelle, uniquement prise, n'exprime aucune information sur la santé des gens, mais une fois qu'elle est combinée avec d'autres données, commence à révéler certaines informations de santé. Donc, cette définition est quand même beaucoup plus opérationnelle pour moi et permet d'identifier les nouveaux enjeux autour de la donnée de santé et vous verrez que c'est sous la base de celle-là que toutes les réflexions par la suite se font pour moi. Donc, une fois qu'on a une idée de la donnée de santé, on se pose donc la question de comment elle est construite, qui sont les acteurs. Et on voit qu'autour de la donnée de santé, tout le monde devient à la fois producteur et consommateur de la donnée de santé, pas uniquement les services de santé qui produisent cette donnée et qui l'utilisent au quotidien, mais également tout le reste, c'est-à-dire le patient lui-même et sa famille, et également les chercheurs qui sont à la fois producteurs et consommateurs de cette donnée de santé. Donc, maintenant que nous sommes mis d'accord sur ce que c'est qu'une donnée de santé, nous pouvons maintenant nous attarder sur la question de ce que c'est que la qualité de ces données de santé. Et là, en fait, nous avons plusieurs stratégies. Nous avons parfois une approche assez standard, assez, je vais dire même assez commune, quand on parle de qualité de données de qualité de données de santé, de s'orienter dans un cadre d'utilisation secondaire des données de santé. Et là, en fait, le cycle de vie de la donnée en ce moment est réfléchi à partir du moment où il est extrait des sources de vérité, des systèmes sources, des systèmes métiers. Et là, en fait, la donnée est donc extraite, transformée, parfois plusieurs transformations, plusieurs stratégies de stockage, et jusqu'à ces différentes stratégies d'analyse et la destruction. Et donc, la qualité et les éléments de qualité de données qui sont explorés sont la plupart du temps identifiés à travers toutes les différentes étapes de traitement et de transformation de la donnée une fois son extraction faite. Donc, habituellement, de façon intuitive, on va s'intéresser à se poser des questions du type, est-ce que la donnée est conforme à ce qui a été extrait à partir des systèmes sources? Est-ce qu'elle est plausible? Est-ce qu'elle ressemble vraiment à des données que l'on pourrait retrouver dans ce type de logiciel? Après, on se pose des questions du type, est-ce que nous n'avons pas perdu de l'information dans notre stratégie d'extraction? Est-ce que la donnée est complète? Est-ce qu'elle peut permettre d'avoir toutes les informations nécessaires à l'analyse? Et enfin, est-ce qu'elle est courante? Est-ce qu'elle est actuelle par rapport à mon besoin d'analyse? Et nous avons aussi ce besoin de traçabilité sur tout le processus qui apparaît. Donc, on voit très bien que nous avons souvent et facilement, pour une question de qualité de données, une capacité intuitive d'identifier ce qui pourrait nous orienter vers ce besoin de qualité. Mais il est quand même nécessaire d'avoir une définition de ce que c'est pour pouvoir avoir non pas cette démarche intuitive par rapport aux différentes étapes, mais quand même avoir une démarche globale par rapport à ce qu'on pourrait désigner comme étant une qualité de données. Et pour cela, j'aime beaucoup cette définition de Wang qui nous dit que, en fait, pour parler de qualité de données, il faut d'abord s'intéresser à qui va la consommer. Donc, c'est par rapport au consommateur de la donnée que l'on peut réfléchir et penser donc cette notion de qualité. Il y a donc cette caractéristique intrinsèque de qualité, ça veut dire la donnée par nature. J'ai failli dire même la qualité de la donnée, c'est d'être de qualité. Donc, une des caractéristiques donc, de cette donnée-là, c'est d'être bonne intrinsèquement.
Et après, nous avons ce besoin contextuel de dire il faut que la donnée soit appropriée au contexte pour lequel il doit être utilisé. Et après, les deux autres notions, moi, je pense qu'elles peuvent être combinées avec ce besoin de contextualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont très rattachées à celui qui consomme la donnée, c'est-à-dire est-ce que c'est clairement représenté ou est-ce que c'est accessible? La donnée est accessible en fonction de qui veut la consommer. Là, ça peut rapidement changer. Et la clarté de la représentation, ça peut aussi être changé en fonction de qui veut la consommer. Par exemple, un médecin qui écrit des hiéroglyphes dans son ordonnance, pour le pharmacien, il pourra forcément le décrire. Et s'il y a une description claire de la posologie, ça reste une donnée de qualité là parce qu'elle a toutes les représentations nécessaires. Mais par contre, pour le patient qui essaiera de la lire, quel que soit, c'est clair qu'il n'y a pas de clarté de représentation à l'intérieur. Donc voilà, il y a ces petits changements-là qui sont à l'intérieur. Mais grâce à cette définition, on peut donc essayer de penser quels sont les éléments que nous devons avoir autour de la donnée de santé pour parler donc de qualité. Et pour ce faire, la première stratégie est souvent très utilisée, c'est se référer à certaines normes ISO. Il y a les normes ISO de qualité que les gens ont réutilisées pour la qualité de données. Il faut dire que cette norme-là a été faite premièrement pour les logiciels, hein, mais à travers une réflexion de cause à effet, là, on se dit, bon, la qualité de logiciel influe sur la qualité de données. Et on verra donc rapidement certains éléments de qualité de logiciels ont été repris avec même les définitions qu'il fallait pour la donnée de santé utilisée comme telle. Donc, c'était une vieille norme ISO 9126 qui a été reprise dans la série des normes 25000 et qui entraîne plus ou moins, il y a encore des travaux autour. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cette norme ISO, nous allons plutôt nous attarder sur une autre opérationnalisation de cette norme. C'est plus ou moins les mêmes activités qui ont été faites là, et notamment avec l'OCDE qui propose en fait ce qu'ils ont appelé des dimensions à prendre en compte pour avoir de la qualité de données. Alors, ils en ont essentiellement 7. Ces 7 dimensions-là peuvent être regroupées avec ces notions de qualité intrinsèque, de qualité contextuelle autour de la donnée. Nous avons premièrement cette notion de temporalité adéquate. La temporalité, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la donnée, c'est certain, mais c'est quelque chose aussi qui dépend du besoin d'analyse. Ça veut dire, en fonction de mes analyses, je n'aurai potentiellement besoin que de données contemporaines, là, alors que pour certaines analyses ou certaines interprétations, je peux remonter très loin dans l'histoire pour pouvoir avoir beaucoup plus de puissance dans mes analyses et mes interprétations. Donc, la temporalité à la fois intrinsèque et contextuelle, mais bon, bien entendu, la pertinence revient aux besoins d'analyse et ça, c'est quelque chose d'assez contextuel. L'exactitude est très proche de ce qu'on voudrait à l'intérieur de la donnée et l'accessibilité, comme on l'a dit, c'est quelque chose de contextuel qui dépend de l'utilisateur de la donnée et ça doit être réorienté de cette façon. L'interprétabilité, quant à elle, retouche beaucoup ce qui est dit clairement représenté. C'est à la fois un facteur intrinsèque et contextuel, là, parce que, comme on a dit, parfois, en fonction de l'utilisateur de la donnée, nous ne sommes pas toujours au même niveau d'interprétabilité. La cohérence se rattache beaucoup à l'exactitude en termes de cohérence interne et externe de la donnée qu'elle devrait avoir. Et donc, ça fait le tour des 6 points que l'OCDE a mis en avant. À côté de ça, nous avons 2 autres points. Donc, ça fait donc 7 plus 1. Le plus 1, c'est moi qui l'ai ajouté là, c'est la complétude, parce que je trouvais quand même que la complétude, pour ceux qui analysent des données de vie et réelle, c'est quelque chose auquel on est rapidement confronté, les données manquantes. On a souvent ce problème-là, c'est devenu un problème central, même si beaucoup voudraient qu'on la mette dans l'exactitude. Mais je tenais à la mettre de côté, c'est pour ça que je l'ai mis en noir là. Et donc, le dernier facteur pour lequel je voulais m'attarder, c'est le facteur de crédibilité et de réputation, qui en fait donne parfois l'impression qu'il est dans le même équilibre que toutes les autres dimensions de qualité. Mais quand on regarde de près, on voit bien que c'est lui l'éléphant dans la pièce, c'est lui qui prend souvent beaucoup plus de place que tous les autres facteurs. Pour faire assez simple, hein, si je prends des données du CHU de Montréal, qu'ils aient en fait une faible exactitude, qui ne soit pas très accessible, qui soit accessible qu'à moi en tant que chercheur, ou qu'il y ait une faible cohérence et même une faible interprétabilité. Si j'arrive à presser la donnée, à faire de l'analyse,
j'aurai beaucoup plus de crédibilité là et la donnée sera considérée de beaucoup plus de qualité que si j'avais trouvé cette donnée-là au niveau de la rue Parc en sortant de l'ESPOUM pour juste prendre une donnée, quelle que soit son exactitude, sa cohérence et puis son interprétabilité à l'intérieur. On voit bien que les attributs et les critères de données ne se valent pas là, mais nous reviendrons bien entendu sur cet aspect de crédibilité, de réputation de la donnée, car vous verrez, c'est quelque chose qui est central par rapport à la vision que nous avons de ce que c'est que la qualité de données. Chose à ajouter, c'est que nous utilisons par rapport aux éléments de qualité de la donnée, nous utilisons beaucoup de termes et de mots qui parfois se chevauchent. Hein. On utilise des mots, des expressions, etc., pour pouvoir identifier plusieurs qualités de données. Donc, la question donc ne se pose pas en termes de sommes-nous capables d'identifier, est-ce que l'ensemble de qualités que moi j'ai choisi est bon et celui que vous avez choisi n'est pas bon. Le problème ne se pose pas de cette façon. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait cette initiative de faire une revue de la littérature pour voir ce qu'il y avait comme définition de ce que c'est que la qualité de données et être capable en fait d'harmoniser tout ça autour de termes communs. C'est une belle approche là, c'est pas quelque chose de parfait, mais juste pour dire que nous voulons tous la même chose, même si parfois nous n'utilisons pas exactement les mêmes mots et que nous ne donnons pas les mêmes définitions dans le contenu des attributs que devrait avoir et la qualité de données. Donc, je vous encourage à aller lire un peu cette revue de la littérature. Elle était plutôt intéressante dans sa stratégie d'harmonisation des mots. Mais comme je vous dis, les mots ne sont pas la partie importante parce que ce qui a été identifié peut même être opérationnalisé pour certains. Et donc, nous avons des outils techniques pour pouvoir valider la qualité de nos données. Donc, le RWD Cockpit a été développé très récemment. Je pense que l'article date d'octobre 2022, là, récemment, où, en fait, les gens ont développé des choses sur lesquelles vous avez juste à présenter vos données, ils sont capables de calculer des plausibilités, des cohérences, des complétudes, etc., à l'intérieur de vos données pour pouvoir vous dire si vos données sont de qualité ou pas. Et plus loin, enfin, plus vieux même, c'est Achilles. Achilles qui a été développé dans le cadre du, du modèle commun des données OMOP, en fait, qui nous permet ils ont pris la revue de la littérature passée, là, que je venais de vous présenter, ils ont pris cette harmonisation pour le mettre dans ce qu'ils ont appelé un tableau de bord pour la qualité de données. Et en fait, ça calcule automatiquement. Si vos données sont dans le modèle commun OMOP, il est capable de calculer votre plausibilité, votre conformance et votre complétude, etc. Donc, on voit de plus en plus que la qualité de données, c'est quelque chose d'intéressant pour les gens. Les gens s'y préoccupent plus ou moins et les gens font même des efforts techniques pour automatiser et nous donner des métriques pour pouvoir mesurer la qualité de données. Pourtant, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été mis en avant, qui commencent à réapparaître, qui nous prouvent que nous devons regarder la qualité de données autrement qu'à partir d'un dataset, à partir d'un set de données pour réfléchir c'est quoi la qualité de données. Premièrement, nous avons une place de plus en plus accrue de ce que c'est que la traçabilité. Alors, nous avons aujourd'hui des propriétaires, des grandes personnes qui ont une crédibilité parce qu'ils ont toujours eu, comment on appelle ça, des données de santé et les gens ont toujours payé pour avoir des accès à leurs données de santé pour pouvoir utiliser et faire des analyses. Mais pourtant, la question de traçabilité devient centrale et pas juste une question de crédibilité. Cette traçabilité en termes de reproductibilité de l'extraction jusqu'à l'utilisation est devenue centrale. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur des données sur lesquelles on n'était pas capable d'avoir la traçabilité de la donnée. Et en fait, les chercheurs ont dû se rétracter parce qu'ils n'avaient pas la capacité à prouver et à reproduire en fait la donnée sur laquelle ils se sont basés pour faire des analyses. Et ça devient quelque chose de nouveau parce que c'est assez surprenant parce qu'on se disait, on avait cette notion de réputation. Moi, je suis sûr que j'ai une belle réputation. J'extrais ma donnée. Si vous avez accès à mes données pour faire de l'analyse, déjà, c'est censé être une donnée de qualité. Donc, on commence à mettre en avant cette problématique de la réputation n'est pas le seul facteur de qualité que l'on devrait avoir. Et donc, les données issues des dossiers médicaux électroniques doivent de plus en plus être questionnées par rapport justement à cette stratégie de traçabilité. Traçabilité par rapport à la source, mais nous verrons que traçabilité aussi par rapport au réel, à la réalité qu'ils doivent représenter. Et c'est pourquoi, en fait, quand je parle de traçabilité par rapport au réel, c'est parce qu'il y a une maturité du besoin de qualité. Avant,
comme j'ai dit, la réputation se retrouvait au niveau des centres hospitaliers. Pourquoi? Parce que générer la donnée dans un centre hospitalier, c'est une donnée qui a été générée avec un coût énorme. Hein. Les praticiens, c'est une formation d'une plusieurs dizaines d'années. Les coûts des examens, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent pour pouvoir générer ces données-là. Donc, arriver juste à pouvoir parcourir ces données comme on le faisait dans le temps, là, c'était souvent des données papier. On entrait à l'intérieur comme on pouvait, dans un labyrinthe, on respirait un peu de poussière. On était capable d'extraire les données comme on le pouvait, on le mettait sous des données tabulaires et potentiellement on était capable de calculer ces facteurs de qualité que je vous ai présentés tout à l'heure là et faire des publications. Cela ne pose pas plus de problèmes que ça, même jusqu'à l'informatisation, où en fait le processus de transformation, d'extraction, etc., se fait souvent une boîte noire avec un résultat final. Je peux calculer ma complétude, ma cohérence de ma donnée à la fin comme je le veux, mais ça ne n'indique pas ce besoin de traçabilité de plus en plus mis en avant qui dit, écoutez, si vous avez des données ici, c'est que si on change la personne qui a permis d'extraire les données, si on change votre stratégie d'extraction de données, on devrait pouvoir retrouver la même chose. Et tous ceux qui manipulent les données savent que ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Et même au-delà de cette traçabilité à partir de la donnée source, on est en train de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons véritablement affaire à des données, est-ce que les données retrouvées dans les centres hospitaliers, là, qui sont considérées comme des données fiables, de fait, de la crédibilité des ressources et des moyens financiers nécessaires à leur production, est-ce que ces données-là témoignent de la réalité de l'état de santé des patients? Donc, pourquoi on se pose aujourd'hui ce type de questions? C'est parce qu'il y a de plus en plus, il y a un gros changement de paradigme vis-à-vis de la donnée de santé. Okay? Parce que l'utilisation secondaire des données de santé, c'est quelque chose d'assez intéressant et avec des limites, certes, mais des limites moins graves. Parce qu'avant la recherche, c'était des choses qui prenaient du temps pour interagir dans la pratique du quotidien. Okay? Donc, ça faisait que on pouvait, si on se trompait plus ou moins dans notre stratégie de collecte des données, quelqu'un d'autre ferait une autre extraction et en fait nous ferait réfléchir que potentiellement ce sont nos données qui n'ont pas dit la vérité et en fait on pourrait se corriger progressivement pour s'améliorer. Mais la vérité, c'est que la donnée prend une place essentielle de plus en plus dans la décision clinique. Et ça a commencé premièrement par des petites notions qui ont fait leur petite révolution dans le domaine de la santé. Et la première révolution, c'est la médecine basée sur les preuves. La médecine basée sur les preuves avait demandé la fin de la médecine des maîtres et la médecine des avis. Alors, quand je dis médecine des maîtres et de médecine des avis, c'est cette médecine-là qui considérait que si le maître, le chef de service, disait quelque chose sur l'état de santé, c'est ça qui est la vérité. C'est la source de vérité et absolue. La médecine des avis, c'est que moi, je suis médecin de famille, je n'ai pas d'avis gynéco. Si je demande à un médecin gynécologue qui me donne un avis, alors c'est ça qui est la source de vérité. Je dois juste m'asseoir là-dessus pour pouvoir construire. Pour la petite histoire, moi, quand je faisais mes études de médecine, il y avait, dans le service de cardio, on nous parlait d'un souffle de 1/6. Le souffle de 1/6 est appelé souvent le souffle de chef de service parce que si le chef de service a mis son stéto sur le cœur et a trouvé un souffle, si vous n'étiez pas capable de le retrouver, c'est parce que le souffle est tellement petit que c'est seul le chef de service qui pouvait le trouver. Voilà, ça, c'est une petite anecdote. Et la médecine basée sur les preuves est venue remettre ça en cause. Pourquoi? Parce qu'on se dit il faut avoir des données probantes pour pouvoir parler de quelque chose. Si je me retrouve à Montréal et que je sais que 90% des fièvres, en fait, c'est juste la grippe, alors essayons de diagnostiquer la grippe d'abord et de les traiter comme telles avant de passer à un diagnostic beaucoup plus sévère. Donc, c'est comme ça, en fait, et la médecine basée sur les preuves est arrivée. Puis, nous avons eu la recherche transactionnelle qui a mis cette fois-ci de la pression au niveau de la recherche, qui a dit, écoutez, même si vous collectez des données, qu'elles soient en dehors ou pas, des données de vie réelle, vous devez faire en sorte que cette recherche ait un impact directement sur la prise en charge au quotidien. Et ça a influé l'analyse de données, faire en sorte qu'il y ait un partage de données à partir de la recherche avec des données de vie réelle, avec une intervention de plus en plus accrue. Et de plus en plus, nous avons ces nouvelles approches qui sont la médecine personnalisée, qui demandent qu'on prenne toutes ces données génomiques, des données de vie réelle, etc., pour prendre une décision au quotidien par rapport à la prise en charge du patient. Sans oublier notre fameux système de santé apprenant, qui demande à la fois de prendre une prise de décision pour le patient, une prise de décision populationnelle, une amélioration et une augmentation de la puissance au niveau de l'organisation du système de santé.
Donc, la donnée devient donc essentielle à la prise en charge clinique, ce qui fait que de plus en plus, les praticiens ne se contentent pas d'avoir accès aux données qu'eux-mêmes ils ont gérées, ou générées, ou directement transmises pour prendre une décision clinique, mais ils ont aussi envie d'avoir toutes les données intégrées autour de la prise en charge du patient pour pouvoir prendre une décision. Donc, ils ont envie d'explorer les entrepôts de données pour pouvoir avoir des résumés des patients, pour pouvoir prendre des décisions, avoir accès à tous les autres soins de santé du patient dans son historique pour pouvoir prendre des décisions. Et à côté de ça, nous avons aussi le patient qui a envie d'avoir de plus en plus accès à ces données-là, qu'elles soient résumées ou pas, pour pouvoir devenir à la fois maître de ces données et acteur de sa santé. Parce que c'est comme ça que la donnée devient, et comment on appelle ça, que la médecine a changé dans ce sens-là, et on devient de plus en plus acteur, et en devenant acteur, on augmente la capacité et l'efficacité de notre propre prise en charge. Le problème, donc, c'est que nous sommes face à une réalité de la santé, parce que la réalité de la biologie, c'est quelque chose d'assez complexe. La biologie, ce n'est pas quelque chose d'assez souple, là, ce n'est pas quelque chose de rigide et de clair, c'est quelque chose de souple avec des frontières pas souvent très claires. Et chose la plus importante, c'est que la décision en santé est toujours basée sur des données incomplètes. Et ça, on a l'impression que parfois, on a oublié cette information. Pourquoi? Parce que le patient vient avec sa réalité de l'état de santé, avec ses antécédents, ses signes cliniques, etc. Et il va donner plutôt l'information au praticien en choisissant ses mots déjà, premièrement, en acceptant volontairement ou non d'omettre certaines informations et bien entendu en ne donnant pas intuitivement les informations parce qu'il ne pensait pas que c'est important pour la prise en charge. Le praticien, lui, va faire un raisonnement clinique et poser des actes et mettre en place une conduite à tenir qui va être basée premièrement sur cette incomplétude des données requises, un examen clinique qui n'est parfois pas complet, parce que de toute façon, on n'a pas besoin tous les jours de faire des examens cliniques complets, et après, se baser sur des examens complémentaires imparfaits, qui sont parfois des faux positifs, et des faux négatifs, etc., pour pouvoir poser le diagnostic et mettre en place une conduite à tenir. Et une fois que ça c'est fait, donc une décision diagnostique et thérapeutique potentiellement imparfaite, nous avons ce processus de documentation. Ça veut dire, je vous ai parlé des hiéroglyphes des ordonnances médicales que l'on pourrait retrouver, mais également le médecin peut, par exemple, décider de stocker une information plutôt qu'une autre parce qu'elle correspond beaucoup plus à l'état de santé actuel du patient et il n'a pas besoin de stocker toutes les autres informations qu'il aurait reçues. Donc, déjà, cette donnée est incomplète. Ça, c'est le praticien qui a participé à la prise en charge qui génère cette donnée-là. Quand aujourd'hui, nous avons que parfois, c'est d'autres praticiens qui n'ont pas directement participé à la prise en charge qui génèrent cette donnée. J'ai le cas, par exemple, des médecins DIM, des médecins d'informatique médicale dans certains pays en Europe, qui génèrent cette donnée-là. Ils ne sont pas directement partie prenante de la prise en charge. Nous avons aussi les archivistes et d'autres personnes qui participent à la genèse de cette donnée de santé-là. Et donc, nous avons déjà une perte d'information. Et une fois que cette donnée a été documentée, nous avons tout ce processus de transformation incomplet parce que nous ne sommes pas suffisamment parfaits pour extraire totalement la donnée malgré tous les algorithmes que l'on pourrait avoir. Et une fois que ça a été transformé et stocké, même pour faire des analyses, nous ne faisons pas toujours la bonne requête pour pouvoir représenter ça correctement. Pourtant, on doit avoir toute cette traçabilité-là vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de cette réalité qui a besoin d'exprimer réellement l'état de santé de notre patient. Donc, on commence à comprendre que la qualité intrinsèque, cette crédibilité, cette réputation de la donnée de vie réelle pose problème. Mais ce n'est même pas un facteur nouveau. Depuis les années 80, en fait, les gens se sont posé la question, est-ce que véritablement nous avons le droit d'utiliser cette donnée de vie réelle là pour répondre à des questions? Donc, il y a même cet article, moi, ça m'a vraiment fait rire de penser de désinformation à l'intérieur des dossiers médicaux électroniques. Ça c'est quand même quelque chose d'assez important d'avoir en idée que parfois la donnée est complètement erronée là à l'intérieur. Et je vous donne des articles très vieux là qui décrivent cela, mais c'est assez contemporain. Par exemple, dans le Washington, je ne sais plus c'est quel journal, là, j'ai oublié lequel c'est.
il y a cette publication qui m'a fait sourire, qui a montré que quand les patients avaient accès à leurs données de santé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs dans les informations et parfois ils ne se reconnaissaient pas dans les diagnostics qui ont été posés. Donc, cela pose problème de la réalité et des biais qui se retrouvent dans les données de santé, qui étaient souvent considérées comme les sources de vérité absolue. Donc, cette réflexion autour du est-ce que véritablement nous devons mettre en place des algorithmes d'apprentissage autour de ces données-là pour faire même des algorithmes d'analyse autour de ces données pour faire émerger la réalité pose aujourd'hui problème. Donc, quand on est face à ça, en fait, on se retourne rapidement vers cette première loi de l'informatique médicale qui nous disait à l'époque, oui, la donnée ne doit pas être utilisée pour autre chose que ce pourquoi elle a été collectée. Alors, ça, c'est quand même assez... c'est une loi plus ou moins oubliée, je vais dire aujourd'hui, mais en fait, elle reflète la vérité, une vérité qu'on a décidé de changer en allant contre légèrement cette loi. Certes, il ne faut pas, la pensée n'est pas de dire la donnée a été collectée par le praticien, c'est le praticien seul qui sait quoi en faire, en fait, en réalité, de la donnée qu'il a collectée et pourquoi il l'aura collectée. Mais la vérité, c'est que nous sommes confrontés à une réalité des limites de notre stratégie de recherche par rapport à la réalité également. On ne peut pas tout randomiser. On ne peut pas avoir toute l'information sur l'état de santé des patients juste en faisant que les essais randomisés qui se font parfois sur un petit échantillon de personnes et qui n'expriment pas toute la réalité de ce que l'on pourrait avoir comme population. Donc, il faut plutôt repenser à notre manière de créer cette donnée de la santé, là, beaucoup plus que de se dire que la donnée, là, elle est complètement mauvaise et il ne faut pas l'utiliser. Mais il faut quand même avoir garder en mémoire que la donnée de vie réelle, même de façon intrinsèque, n'est même pas une donnée de qualité. Donc, la donnée sera donc de qualité pour qui et pourquoi. J'ai décidé de regrouper les deux parce que nous avons donc rapidement, grâce au premier laïus que nous avons eu, nous avons deux grands secteurs. Nous avons donc ce secteur de l'utilisation secondaire des données de santé, que ce soit pour la recherche et le facteur organisationnel, et ce besoin de plus en plus accru d'utiliser cette donnée de vie réelle dans le cadre de la prise en charge clinique. Donc, comme je le disais avant, si c'est uniquement pour de la recherche et du développement et qu'il n'y a pas d'impact, l'impact peut attendre là sur plusieurs années, potentiellement nous avons le temps de voir les erreurs qui ont été générées rien que par le fait de la donnée de santé. Mais quand il s'agit d'avoir une décision à partir de ces données de vie réelles-là, directement sur la décision clinique, nous voyons que notre relation par rapport à la qualité de données doit changer. Pourquoi? Parce que le patient peut avoir un besoin que moi je vais résumer de façon contextuelle. Ça veut dire déjà si le patient a l'accessibilité, par exemple, à la donnée, c'est quelque chose d'assez majeur en termes de qualité, parce qu'on voit même que ça influencera progressivement la qualité de la donnée, parce que le patient pourra regarder, se reconnaître ou pas dans ce qui a été documenté. Pour le praticien, ça, ce n'est pas non plus pour dire que le patient n'a pas besoin que la donnée soit de qualité de façon intrinsèque, mais déjà, la qualité contextuelle est quelque chose qui manque actuellement même autour du patient. Pour le praticien, on a certainement besoin des deux, mais nous avons ce recul qui nous dit que pour le praticien, en fait, le praticien comprend déjà que la donnée elle est incomplète. Parce que dans la pratique courante, il agit en sachant très bien qu'il n'a pas toutes les informations, que les informations sont fausses. Donc, le processus de réflexion étant basé sur des données incomplètes, rien qu'avoir une capacité contextuelle et intrinsèque de qualité de la donnée suffira certainement à soutenir la prise en charge au quotidien des praticiens. Par contre, quand il s'agit des algorithmes intégrateurs, et quand je dis algorithmes intégrateurs, pas juste en parlant des algorithmes d'apprentissage ou d'intelligence artificielle, mais tous les algorithmes pourraient potentiellement intégrer la donnée juste pour la rendre observable et lisible par les différents acteurs. Ils ont besoin que cette donnée-là représente de plus en plus la réalité de l'état de santé du patient et pas juste une portion de ce qui est en train de se faire.
Donc, nous aurons donc un besoin contextuel. Pourquoi? Parce que le patient, son accès à la donnée est essentiellement pour l'instant pour la consultation. Nous ne sommes même pas encore ici, là, à ce niveau par rapport à la donnée pour le patient. C'est pourquoi nous devons améliorer la qualité de données contextuelle du patient. Et cette qualité de données, là, ça va sur l'accessibilité, la pertinence de l'utilisation, etc., tel que présenté dans le cadre de l'OCDE. Et rien que si nous arrivons progressivement à passer à ce niveau-là, nous pourrons éventuellement, si les autres niveaux améliorent leur qualité, cela va se ressentir plus ou moins au niveau du patient. Au niveau du praticien, comme je dis, le praticien aura besoin de faire de la consultation de ces données et de l'analyser. Donc, qu'il y ait une qualité intrinsèque, cela ne pose pas tant que ça de problème. Donc, le recul par rapport à l'incomplétude et à la qualité même de la donnée de nature incomplète, de la donnée de vie réelle incomplète, ne se posera pas comme problème pour le praticien tant qu'il est conscient que sa donnée n'est pas parfaite. Et je pense que tous les praticiens qui sont conscients de ça et procèdent à la réflexion et à la prise en charge de cette façon. Par contre, pour les données, pour les algorithmes intégrateurs, nous avons de plus en plus besoin d'aller vers une réalité. Nous avons de plus en plus besoin que la donnée soit plus proche de ce que nous sommes capables de représenter en vie réelle. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette partie parce que l'OBIA a déjà une conférence qui décrit clairement ce que c'est les axes d'utilisation de l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques et techniques. Je pense que ces informations-là sont plus ou moins en ligne, mais c'est pour montrer à quel point les enjeux de la réalité de la donnée pour ces algorithmes, notamment les algorithmes d'IA, est quasiment indispensable aujourd'hui. Et donc, si nous avons besoin de créer beaucoup plus de réalité autour de nos données, comment est-ce que nous pouvons procéder? Alors, comment est-ce que nous pouvons procéder? Nous pouvons donc procéder premièrement par une transparence dans tout le processus, même quand il s'agit d'une utilisation secondaire des données. Et donc, les principes FAIR est une première avancée très orientée utilisation secondaire des données, mais c'est quelque chose d'assez essentiel pour montrer beaucoup plus de transparence et de traçabilité des efforts d'extraction et d'utilisation de la donnée de santé. Donc, le but étant que la donnée soit trouvable, qu'elle soit accessible, qu'elle soit interopérable et qu'elle soit réutilisable. Et la base de tout ça se tourne autour donc de ce qu'on va appeler les standards en santé. Et les standards en santé, c'est ça qui va nous permettre à la fois d'annoter correctement nos données, à la fois en termes de contenant, en termes de contenu, etc., et de pouvoir mettre des règles d'accessibilité pour pouvoir permettre aux gens de savoir comment la donnée a été extraite et comment est-ce qu'elle a été réutilisée. Le deuxième point, ce sera de changer l'unité de données. L'unité de données, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, si nous sommes capables de changer l'unité de données, c'est quelque chose qui va servir à tout le monde. Parce qu'un patient qui reçoit un PDF de son résultat de laboratoire, c'est intéressant. Si le médecin est capable de lire un PDF de son résultat de laboratoire, c'est intéressant. Mais pour passer notamment aux algorithmes intégrateurs qui sont de plus en plus partie de nos réalités, nous devons passer de l'unité de données, de la page comme unité de données, au concept, à cette notion qui est représentée. Et cela s'est vu, il y a aussi cette révolution au niveau de l'Internet en général, où on parlait du Internet of Things. Et c'est la même chose qui devra arriver progressivement dans le domaine de la santé. Il faut représenter des choses, il faut représenter des concepts pour permettre en fait que cela soit manipulé automatiquement et que ce soit compris, même si le choix de représentation pourrait être fait. Parce qu'il est plus facile de passer de ce niveau 1 à ce niveau 5 que de ce niveau 5. Il est plus difficile, de passer du niveau 1 au niveau 5 que de passer du niveau 5 au niveau 1 pour pouvoir présenter la donnée. Après cela, nous devons avoir de plus en plus réfléchir à des analyses basées sur toutes les perspectives de données. Alors, être capable d'intégrer tous les aspects de la donnée de santé pour être capable d'inférer plus ou moins la réalité. Plus nous intégrons de données autour du patient, plus nous serons capables de nous rapprocher sur la réalité. Si la donnée est partielle, si nous utilisons juste des données d'imagerie, c'est sûr que les diagnostics que nous intégrons autour de l'imagerie ne seront pas parfaits. Si nous prenons en compte, par contre, toutes les données autour du patient, plus nous serons capables de réduire en fait cette perte d'information en fonction de la source de données et de son format. À côté de ça, nous aurons besoin d'améliorer notre processus de standardisation au point de capture. Et ça va demander deux choses. Premièrement, ça va nous demander d'utiliser de plus en plus de standards dès que nous créons de la donnée. Pas juste créer de la donnée en texte libre, etc. et
uniformiser notre stratégie de capture. Ici, par exemple, même si on demande aux patients de cocher, aux praticiens de cocher une information, il faut que la donnée soit stockée de façon standardisée, suivant une terminologie des ontologies qui vont permettre en fait ce partage accru de l'information. Et même si c'est du texte libre, on devra être capable de surligner rapidement ces notions cliniques d'intérêt là et standardiser en utilisant ces ressources terminologiques. Et ça devrait se faire au point de capture. À côté de ça, nous aurons besoin d'améliorer aussi nos interfaces utilisateurs. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui utiliseraient un dossier médical électronique pour entrer des données, c'est une souffrance. C'est la croix et la bannière. Pourquoi? Parce qu'il faut se débattre avec parfois des logiciels, plusieurs logiciels, pardon, et des logiciels qui nous remettent beaucoup d'informations et l'utilisation n'est pas quelque chose de facile. Et en fait, cette capacité à intégrer les données et la présenter en fonction du profil du patient, mais également du profil du praticien, pourrait changer en fait cette difficulté d'utilisation. Mais une des difficultés donc sera donc de passer à changer le niveau de la qualité de données pour changer notre capacité à la présenter aux patients, mais également réfléchir de moins en moins à cette monoculture que nous voulons créer. Ça veut dire cette monoculture autour des dossiers, du type de dossier médical que nous voulons avoir, parce qu'aujourd'hui, les dossiers médicaux cherche beaucoup plus à s'étendre qu'à améliorer, comment on appelle ça, les interfaces utilisateurs pour les praticiens. Donc, il faudrait beaucoup plus réfléchir à voir notre capacité et notre génie créateur à proposer des nouvelles stratégies, de nouvelles interfaces pour à la fois permettre cette standardisation au point de capture et améliorer en fait l'accessibilité pour le praticien vis-à-vis des outils numériques. Nous allons aussi parler de rendre les limites explicites, hein, les ambiguïtés explicites. Qu'est-ce que nous voulons représenter? Il faut que nous soyons capables de savoir que nous sommes dans un champ précis, nous sommes dans un contexte, c'est pour ça que nous faisons les choses de cette façon, malgré les limites qui existent. Donc, il faut présenter les limites, il faut présenter la traçabilité, il faut faire en sorte que si vous êtes capable d'extraire les données d'une certaine façon, que quelqu'un puisse modifier les facteurs qui ont permis l'extraction et voir s'il obtient, par exemple, les mêmes résultats que vous ou pas, qu'ils peuvent avoir un impact sur l'analyse ou pas. Donc, ça, c'est des choses qui permettront de rendre les choses beaucoup plus traçables ou beaucoup plus reproductibles. Et en termes d'ambiguïté, par exemple, nous avons ces notions de dire, est-ce que moi, je vais parler d'adolescents en termes de tranche d'âge, comme ce qui est ici, et d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord, ou est-ce que je vais parler de la phase de puberté dans laquelle, en fait, je n'ai pas besoin de tranche d'âge, mais l'âge devrait être analysé pour voir qui est prépubère ou pas. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'il faut mettre en avant par rapport à ce pourquoi nous sommes en train de créer la donnée et ce pourquoi elle doit être réutilisée, pour que les gens qui veulent la réutiliser comprennent de quoi on est en train de parler. À côté de ça, nous aurons besoin aussi d'améliorer, comment on appelle ça, la qualité des ressources et des standards que nous avons. Chaque fois que je prends des présentations, je dis les standards en santé ne sont pas parfaits. Il faut en être conscient, comme la donnée de vie réelle, mais il faut en être conscient que la biologie, c'est quelque chose d'assez complexe et les gens, pour les représenter, nous n'avons pas suffisamment de maturité, ce que j'appelle maturité ontologique, cette capacité à avoir un concept des notions que nous voulons représenter. Nous n'avons pas suffisamment de maturité à ce niveau-là et en fait, cela se ressent dans nos standards. Donc, il faut encore beaucoup plus de réflexion autour des standards pour en fait limiter les ambiguïtés que nous créons quand nous essayons de les utiliser. Et enfin, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir l'intégration et le partage des données. C'est à ce moment que vont naître les questionnements, que vont naître les problématiques. Et c'est parce que les gens auront cette tendance à partager et à intégrer des données qu'ils vont se poser la question de dire, ah, mais écoute, toi, tu m'as envoyé tes données de cette façon, c'est un peu bizarre cette histoire que tu es en train de faire. Et ça oblige en fait à améliorer notre stratégie d'extraction et même notre stratégie de création de la donnée. Parce qu'on s'expose à une vision parfois extérieure et on s'expose aussi à la réalité de nos données de santé. Et pour cela, il faudra créer des infrastructures de soutien pour permettre à la fois ce partage et cette intégration des données de santé entre les différents acteurs. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter ce matin. Donc en conclusion, j'ai essayé d'apporter quelques petites réponses pour faire le résumé de ce que je voulais vous présenter. Donc, la qualité de données, c'est donc une notion changeante en fonction de l'utilisateur. En fonction de la personne qui vous dit, moi, j'ai des données de qualité, vous saurez que c'est son besoin qui indique clairement, en fait, cette qualité-là, pas une capacité d'utilisation et de presser la donnée comme il faut.
En fonction, tout le monde devient aujourd'hui consommateur de cette donnée de santé-là et de plus en plus, les gens réclament être consommateurs de données de santé parce que nous sommes à la fois les pourvoyeurs et les consommateurs. Et l'un des facteurs perturbants, c'est aujourd'hui les algorithmes d'intégration, les algorithmes intégrateurs qui vont nous permettre de faire des analyses, de faire des prédictions. C'est eux qui ont besoin de se rapprocher de plus en plus à la réalité. Et donc, et comment il faut le faire, il faut beaucoup plus de transparence. La transparence, je pense que c'est le vecteur de tous les changements et voir comment est-ce que nous pouvons faire améliorer tous nos processus de standardisation. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette très riche conférence et surtout très éclairante à plein d'égards. On a quelques questions dans l'outil Q&R. On va commencer peut-être avec la première tout de suite, qui nous est posée par Lilia Brahimi, qui est la suivante. La traçabilité n'est-elle pas fonction de la crédibilité des données? Entre parenthèses, être en mesure d'en démontrer les sources, tout comme toute autre approche méthodologique. Alors, je suis tout à fait d'accord. La traçabilité va prendre en compte, en fait, ces deux définitions-là, d'être capable de se dire la source est crédible. Là, donc, je peux retrouver qui a produit l'information. C'est pourquoi mon exemple sur les données choisies dans la RPU pose problématique, mais également en termes de la reproduction des algorithmes d'extraction, de traitement et de chargement des données. Ça, c'est aussi un facteur de traçabilité, de crédibilité. C'est très relié. Merci infiniment. On enchaîne avec une autre question d'un spectateur anonyme qui est sur cette fameuse définition de la donnée de santé, notamment est-ce que la donnée de santé inclut aussi les données de source administrative ou seulement les données cliniques? Alors, moi, je dirais que ça inclut les deux, là, par rapport à la définition de la donnée de santé, même si, en fait, les données de ce qu'on souvent on appelle les données médico-administratives, les données médico-administratives n'ont, par exemple, pas la même définition un peu partout dans le monde. Les gens l'utilisent de cette façon-là parce qu'ils pensent que c'est exactement la même chose, parce que c'est utilisé pour l'administration, mais ce n'est pas généré partout pareil de la même façon. Il y a certaines données médico-administratives qui sont générées par des praticiens, d'autres sont générées par des archivistes qui passent en revue des données. Ce n'est pas exactement la même donnée qui est produite, même si elle est considérée comme médico-administrative. Mais pour moi, ça reste la donnée de santé à part entière. Merci beaucoup. Nous avons une question de en quoi les attributs de qualité des données de santé diffèrent de ceux des données d'autres secteurs, économie, éducation? Alors, donc, c'était le cœur du message, c'est qu'on peut mettre des métriques de calcul de qualité de données, comme ce que l'on retrouverait en économie, etc. Mais le problème de la santé, c'est la stratégie et de la genèse de cette donnée-là. C'est les activités qui génèrent la donnée. En économie, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est pas l'activité qui génère la donnée, mais la donnée est générée pour l'activité. C'est un peu différent, là, ces deux approches. Donc, ça fait que l'activité en elle-même étant pourvoyeur de la donnée de santé, c'est à travers l'activité qu'on décide de générer de la donnée ou pas pour le besoin d'activité. Ça fait que la qualité de la donnée doit aller au-delà donc de cette capacité d'analyse de métriques, mais aller voir véritablement est-ce que ça correspond à la réalité de ce que l'on pourrait avoir pour le patient. Peut-être que je pourrais rajouter ici quelque chose, selon vous, Jean-Noël, mais je pense qu'aussi la texture particulière de la donnée de santé appelle un plus haut degré de qualité dans certains domaines, notamment parce que cette donnée de santé, elle est d'une sensibilité tout à fait particulière. On est dans l'intime de la team des personnes et comme ça a été aussi très bien montré, c'est ce rapport entre le producteur et le consommateur où les interfaces n'arrêtent pas de changer de manière constante aussi, peut-être. Qu'en pensez-vous? Oui, ça peut être vu également de cette façon, parce que la donnée de santé, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Là, les gens sont très jaloux de leurs données de santé. Ils ont envie de la traiter d'une certaine façon, ils n'ont pas envie de l'exposer d'une certaine façon. Et donc, en termes de qualité autour de cette donnée de santé, il y a ces problématiques de faire attention à qui elle appartient, à comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Il faut inclure ça aussi, je crois. Mais je pense que plus ou moins elle est inclue là, dans cette vision globale de ce que c'est que la qualité de données. Parce que bon, des cookies sur Internet, c'est complètement différent, par exemple, de ce que l'on pourrait générer de communication entre moi et mon médecin traitant. Merci. Alors, on finit par un commentaire question de Fanny Morel, qui est assez long, mais je vais quand même vous le lire. Vous ne mentionnez pas spécifiquement les données qui sont générées par les professionnels non médecins.
qui sont des données qui permettent notamment de coordonner l'activité entre pros. Ces professionnels se posent beaucoup de questions sur le statut des données qu'ils produisent, données de santé ou pas, car ils ne sont que très peu formés à produire ce type de données de façon informatique. Quel est, selon vous, le rôle de ces professionnels dans le processus de collecte et d'utilisation des données de santé? Quel est le statut des données qu'ils produisent, notamment les transmissions qui décrivent les états quotidiens des patients? Alors, par rapport aux professionnels non médecins, alors, ça, il y a un paradigme qui est en train de changer. La médecine, la santé, c'est pas juste des médecins. Aujourd'hui, ceux qui prennent en charge la plupart du temps les patients, il y a les acteurs de premier plan, c'est pas la plupart du temps les médecins. Il y a beaucoup d'autres acteurs et c'est eux qui sont au plus proches de ce qui est en train de se passer au niveau du patient. Et tout ce qu'ils vont générer comme données, que ce soit même pas dans leur capacité à identifier le diagnostic, parce que ça, ce n'est pas la partie la plus importante, mais tout ce qu'ils vont générer comme données autour du patient, à quel moment ils ont mis la seringue a été placée, à quel moment le traitement a été placé, à quel moment les soins ont été produits, tout ça déjà, ce sont des données de santé, en plus de ce qu'ils vont produire comme données, de ce qu'ils vont décider, de ce qu'ils vont observer. Bien entendu, cela pourra toujours être pondéré, parce que, comme on a dit, la décision ou le diagnostic clinique sera toujours fait par quelqu'un d'autre si je ne m'avance pas trop. Mais ce qui est sûr, quel que soit ce qu'ils vont générer, ça fera partie du processus de prise en charge de ce patient-là et ça pourra toujours être interprété comme données de santé. Donc, potentiellement, si ces gens ne sont pas formés, et ça m'étonne quand même que l'on dise qu'ils ne sont pas formés à générer de la donnée de santé, il faut changer cette vision de la donnée de santé par nature et comprendre que tout ce qui est généré autour de la prise en charge du patient doit être considéré comme données de santé parce qu'aujourd'hui, on est capable de les intégrer, de les combiner pour avoir une idée de l'état de santé du patient. Et c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Excellent. Il nous reste peut-être une dernière minute pour une dernière question. On va aller avec la question de Marina Teller, qui vous remercie pour cette riche présentation et qui commente: finalement, le médecin devient un artisan de la chaîne de valeur des données dont il assure la qualité et la fiabilité. Cela nous éloigne de l'identité professionnelle classique du médecin. Selon vous, quelles sont les incidences sur la déontologie professionnelle de cette transformation des missions du médecin? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En tant que médecin, j'avoue que c'est une colle même pour moi-même parce que le monde est en train de changer. Il faut changer avec lui. Il faut se repositionner avec ce qui est en train de se passer. Notre manière d'agir dans la prise en charge du patient est en train de changer. Et la création de la donnée que nous sommes en train de produire, nous commençons de plus en plus à avoir un autre regard là-dessus. Je pense que tout le monde doit être responsabilisé de la même façon. Tout le monde doit comprendre que la donnée qu'il génère et la manière dont il génère participe à comprendre la prise en charge en fonction de son degré de responsabilité. Donc, oui, certainement, nous n'allons pas encore arriver au point de taper sur les doigts pour qu'on génère de la donnée de qualité. Là, ce n'est pas véritablement ce qu'on fait. Le but n'est pas de créer des scripts, là, des scripts même, de la donnée par rapport aux médecins, par rapport aux agents extérieurs, mais ça va venir, mais je pense progressivement. De plus en plus, la donnée prendra de place dans la décision clinique au quotidien. De plus en plus, on prendra la responsabilité de se dire si potentiellement, si je n'avais pas généré cette donnée-là, cette décision ne sera pas prise, par exemple. Donc, il faudra de plus en plus réfléchir à ça. Je n'ai pas de réponse parfaite, mais j'espère que Anne-Sophie nous fera le plaisir d'inviter quelqu'un, un spécialiste en déontologie, qui nous fera réfléchir tous ensemble sur ces nouveaux enjeux qui apparaissent par rapport justement à notre capacité à générer de la donnée qui a des répercussions directes sur la prise en charge du patient. Merci infiniment, Jonel, pour cette conclusion et cet passage de prise de parole, car en effet, malheureusement, il est 13 heures pour nous et nous devons conclure ce midi conférence. Alors, je tiens à remercier chaleureusement toutes ceux et celles qui ont assisté aux conférences. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les membres de l'OBVIA qui nous ont prêté main forte pour organiser ces premières séries des midi conférences. Bien entendu, Jean-Noël, merci encore pour cette très riche présentation. Les midi-conférences sur la gouvernance des données reviennent l'année prochaine. Vous aurez plus d'informations très prochainement. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.